Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Dans cet épisode, nous allons découvrir le portrait d'un Monégasque engagé pour son pays. Président de plusieurs associations, chef d'entreprise, élu au Conseil national, c'est un homme discret qui témoigne d'un attachement sans faille aux spécificités de Monaco et à sa population. Bonjour Franck Le Bonneau. Bonjour Geneviève. Franck, quand je dis que tu es un homme discret, en fait, c'est parce qu'on s'est rendu compte, quand on a fait des recherches pour préparer cet entretien, on s'est rendu compte que même en tant qu'élu, tu donnes très peu d'interviews, tu as une parole publique dans le cadre du Conseil national, c'est sûr, mais tu donnes très peu d'interviews, toi, en tant que personne. Hein. Ça peut peut-être étonner, être paradoxal, mais je ne suis pas un mondain du tout. Ah. Et je n'aime pas les dîners, les cocktails et les choses comme ça. J'y suis très mal à l'aise. Et en plus, on voit toujours les mêmes personnes, surtout ici. Petit pays oblige. J'ai un côté assez solitaire. Donc, assez solitaire. Assez solitaire. Je sais, le raccourci est facile parce que tu es capitaine de bateau, de ton bateau. Donc le raccourci est facile. Mais il me semble quand même qu'une des associations, puisqu'on dit que tu es président de plusieurs associations, l'une d'elles, c'est celle des pontons. Oui, on l'a créé avec des amis du ponton, justement. En 2012, il y avait des discussions sur des augmentations de prix assez conséquentes au port. Et puis on a... Le prix de l'anneau, tu veux dire ? Prix de l'anneau, c'était des questions qui pouvaient s'entendre, mais pas dans les proportions qui avaient été évoquées. Et puis il y avait un mouvement sur le port qui n'était pas issu de notre côté. Il y avait beaucoup de gens qui avaient monté une pétition. Et puis il y a des gens qui sont venus me voir. Ils savaient que j'aimais bien un petit peu la négociation et la cause publique. Et on a dit, on va créer une association, ça permettra au gouvernement d'avoir un interlocuteur, ça permettra aussi d'échanger, d'arriver, j'espérais, à des solutions qui étaient des deux côtés acceptables. Ouais. Voilà. Et ça a été, à la fin, c'est ce qu'on a trouvé, c'était bien pour tout le monde. Voilà. Est-ce que toi, tu es locataire du port, locataire, donc tu as un anneau depuis longtemps ? Oh, moi j'ai un bateau, ça fait plus de 25 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Hein. C'est une deuxième passion pour toi. Hein. C'est une passion, oui. Une passion... deuxième ou une des. Ouais, une des passions. Le bateau, c'est le lieu où vous retrouvez. C'est un peu un truc de gosse, je crois, pour un garçon, mais peut-être pour une fille aussi. Mais les garçons, on aime bien les cabanes, on aime bien bricoler, on aime bien, voilà. Et c'est vrai que le bateau, c'est un peu ça. C'est quelle que soit la taille, hein, c'est surtout les petits bateaux. Après, les gros bateaux, je connais pas trop, c'est pas mon milieu, mais les petits bateaux personnels, c'est le lieu où on va se retrouver, on va se poser, on va lire un bouquin, on va faire une sieste, on va partir avec des amis. Et la vie du bateau, elle se passe aussi beaucoup au port. Oui, c'est ça. D'où l'association des pontons. C'est que sur un ponton, on est copain avec tous les autres bateaux. Le ponton, je pense qu'à Monaco, c'est un des derniers villages. C'est un des derniers villages où les gens sont encore sur les petits pontons, les gens sont simples et ils aiment bien, ils se retrouvent, ils se saluent, ils se disent bonjour parce que tout le monde est l'été sur le bateau en train de grignoter, en train de laver, en train de bricoler, de faire un apéritif. Voilà, c'est un peu le village là. On se voit passer, on s'interroge, on sait un peu ce que fait le voisin et c'est peu importe ce que sont les gens dans la société, peu importe ce qu'ils font, peu importe le boulot. Après, on est en maillot, on est sur le bateau et on est sur le ponton. Et c'est un peu c'est le lieu où on se retrouve. On n'a pas besoin de se dire qu'on se retrouve le fin d'après-midi. Ou, quand on rentre. Il y a une deuxième vie après la journée en mer qui commence au port. Bon, pour ceux qui nous écoutent, les pontons, c'est pas seulement des négociations sur les prix des anneaux, c'est aussi une fête chaque année. Ouais, ça c'est sympa. Ça c'est vrai que c'est encore un peu toujours dans l'esprit de village. On a créé ça il y a 10 ans maintenant. C'était la fête des pontons qui se passe sur le port Accu, juste en dessous d'ici. Juste en dessous, ouais. Et ça marche super dans l'esprit fête des voisins, où chacun emmène quelque chose, chacun contribue. L'association paye 2-3 trucs pour l'organisation, un petit peu de musique. Et puis après, c'est chacun qui contribue au buffet en emmenant des tourtes, des quiches, des saladières. Et puis on a des amis qui ont des boulangeries ou des restaurants qui contribuent, qui emmènent un peu plus.
Et voilà, et ça se fait chaque année, et chaque année, il y a de plus en plus de monde. Donc c'est très sympa. Et cette année, elle sera le 29 juin. Ah bah tiens, Voilà. rendez-vous est pris, quoi. On Du coup. l'annonce. Tu dis, on a créé l'association des pontons parce que il savait que j'avais un petit goût pour la négociation. Ça fait le lien avec l'autre partie, parce que aujourd'hui, Franck Lobono, c'est ton deuxième mandat au Conseil national. Oui. Donc, tu commences la deuxième période de 5 ans. C'est ça. Et là, sur ce mandat-là, en plus, tu prends la présidence d'une commission qui est une commission très transversale, hein. Je le découvre de jour en jour. Ah ouais. Je l'avais perçu. La fameuse CISAD. La CISAD. La CISAD, c'est Commission des intérêts sociaux et puis des affaires diverses. Des Ça cache affaires beaucoup de Voilà, choses. les affaires diverses, ça devient transversal. Voilà, Ouais. Ça englobe beaucoup de sujets, mais je crois que c'est un peu le. Moi, quand la présidente m'a demandé de m'occuper de la CISAD et de lâcher le logement, alors évidemment que le logement, moi, c'était un peu mon cheval de bataille. On avait fait beaucoup avec Stéphane Valéry au cours du mandat précédent. Il y avait des choses qui étaient encore en cours. Et puis, le logement, finalement, c'est du social. Le sujet du logement au sens large, hein, parce que c'est un des piliers fondamentaux de la vie d'un individu, d'avoir un toit toit sur la tête. Et d'être en sécurité. Donc, dans son pays, a priori, oui. Et a fortiori dans son pays. Et on sait combien c'est compliqué à Monaco avec la rareté du mètre carré. Les difficultés que les nationaux et les enfants du pays aussi ont, hein, d'ailleurs. Voilà, donc c'était une demande de la présidente de prendre cette importante commission, et j'ai fini par dire ok, allez, j'y vais. Et en sachant que je connaissais pas bien tous les sujets, mais bon, c'est un peu le challenge personnel aussi, de se dire bon, on a réussi sur le logement à faire pas mal de choses. On va essayer d'en faire autant que mes prédécesseurs sur les intérêts sociaux. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a et tous les jours, je crois que si on s'engage en politique, en tous les cas, politique ou dans des associations, moi, ça a toujours été mon moteur, c'est de regarder ce qui ne va pas et de se dire pourquoi ça ne va pas. Pourquoi ça va pas. Comment on peut essayer de faire en sorte qu'à l'avenir, les choses elles fonctionnent mieux. Alors, on ne vit pas dans un monde idéal. On voit aujourd'hui l'actualité en France. Il y a des choses de bon sens qui malheureusement ne fonctionnent pas. On entend ces histoires d'agriculteurs. Ils ont tellement raison, ils travaillent tellement, et puis à la fin, ils ont tellement pas de salaire. Bon, voilà, c'est le bon sens. Et je crois que si on était en France, ça serait différent. Et si on a la chance, c'est que c'est un petit pays, que les gens se connaissent, que les gens peuvent se parler, et que l'échelle de notre pays, elle doit nous permettre de ne pas rentrer dans des polémiques et dans de la politique politicienne à la française ou à l'européenne. On a la chance, c'est que on peut essayer de faire rimer le droit, la législation, la réglementation avec un peu de bon sens, un peu plus de bon sens qu'ailleurs. Voilà. Et tu parles de bon sens, c'est important parce que en fait, on a toujours cette image de politique comme quelque chose, pas qui complique les dossiers, mais qui ajoute des couches au problème. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que là, au travers notamment je crois que tu as reçu des centaines de compatriotes quand tu étais à la commission logement. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que parfois, les discussions sont assez simples. Il n'y a pas d'intérêt politique. Les discussions sont assez simples. Les questions, les besoins sont simples. Les solutions ne le sont pas toujours. Ouais. Mais les demandes, elles sont simples. C'est ça qui est important. Hein. Les solutions ne le sont pas toujours, et c'est important de le dire aussi. Hein. Et c'est le rôle de la politique, parce que ça serait très naïf, très un peu démago aussi, de faire croire que les solutions sont simples. Ouais. Il y a des sujets qui le sont, mais il y a beaucoup de sujets, malheureusement, qui ne sont pas simples. Et donc, c'est la négociation, il y a beaucoup d'arbitrage à faire. Quand on est en discussion sur un sujet, quel qu'il soit, il faut d'abord être juste, parce que si on n'est pas... Si on est dans une démarche dogmatique, on
on n'avancera pas. Il faut être déterminé, ça c'est sûr, mais il faut être juste. Si la cause qu'on défend est juste, on a toutes les raisons de penser qu'à un moment donné, on va y arriver, avec des marges. Mais on va y arriver. Quand on dit il faut loger les monégasques, quand on dit il y a des centaines de monégasques qui ne sont pas logés, c'est un fait. C'est comme ça, c'est factuel. Donc on est dans le juste. Maintenant, les solutions derrière, elles sont pas simples. Construire un immeuble, ça prend du temps. Il faut trouver le terrain, il faut le financer. Il faut savoir comment on attribue un logement de la manière la plus équitable possible. Déterminer les priorités des uns par rapport aux autres. Voilà, tout ça est complexe, mais pour autant, tout ça est légitime. Et la politique, elle a, je crois, moi, en tous les cas, je suis sans doute un peu naïf, mais elle a cette vocation d'apporter des solutions à des besoins concrets réels. D'ailleurs, tu l'as prouvé, parce que tu as livré une bataille assez corsée, pas toi seul, mais en tant que conseiller national sur le CHC, le contrat habitation-capitalisation, qui était quand même... peut-être qu'en dehors de nos frontières, le fait qu'on achète ou pas son appartement, c'est pas une question, mais justement, c'est une spécificité monégasque. Et il y a eu des avancées quand même sur le CHC. Oui, le CHC, ça a été une création à l'époque du pré-mandat de Stéphane, quand il était président. C'était un constat, c'était que les monégasques étaient condamnés dans le système de notre société à être locataire à vie. Être locataire à vie, ça veut dire payer à perte toute sa vie un loyer, donc de l'argent qu'on aurait pu mettre de côté, qu'on aurait pu économiser. Moi, je dis, il faut bien entendre ça, parce que le logement à Monaco, ça n'est pas une question sociale, ça n'est plus une question sociale, c'est une question sociétale. Sociétale. Parce que c'est la société monégasque qui fonctionne comme ça. Aujourd'hui, la plupart des monégasques, on va arriver à 75-80% des monégasques, donc on va dire c'est quasiment la totalité des monégasques, sauf ceux qui sont propriétaires, sauf ceux qui ont des familles avec des capitaux. Des capitaux. Mais sinon, la plupart des monégasques, y compris la plupart de tous les hauts fonctionnaires, des gens qui ont des très bonnes situations, ils n'ont pas d'alternative pour se loger que d'aller dans les domaines. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est sociétal. C'est pour ça qu'il faut faire évoluer tout le temps la question du logement vers quelque chose de plus en plus équitable, mais de plus en plus souple aussi. Ouais. Voilà, donc il y a des réflexions qui vont dans ce sens. Et pour revenir au CHC, le CHC, c'était la réponse, en partie, une solution pour que les monégasques, ceux qui le souhaitaient, puissent à un moment donné, au moins, c'est pas une propriété, le CHCS, ça n'est qu'une capitalisation. C'est une immobilisation. C'est une forme de créance que l'on va capitaliser au fil du temps. Mais ça permet, il y a un droit au logement qui peut être transmis aux enfants, et il y a une capitalisation aussi. Voilà. Et l'évolution du CHC, moi je me rappelle d'une bataille, c'était assez symptomatique de ma vision des choses face à une vision un peu juridique, pour pas dire administrative, mais un des points que je voulais faire évoluer, c'était de dire, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui aura fait un CHC jusqu'avant l'évolution de la loi, il perdait son capital. Ouais. Voilà, c'était l'État qui récupérait, point barre. Je ne trouvais pas ça très juste. Donc on a beaucoup discuté, on avait une administration qui, sur le principe, reconnaissait que c'était pas très juste, mais en gros était un peu ennuyée parce que un capital, ça voulait dire qu'on rentrait dans des notions d'héritage. Donc c'était, j'entendais. Hein. Et ça aussi, c'est notre travail. Je pense que l'intelligence politique, c'est de comprendre la problématique de l'exécutif. Ouais. Voilà, parce que si vous allez imposer quelque chose à l'exécutif, vous tapez sur la table en gueulant, en me disant c'est comme ça, hein, mais que vous ne mettez pas à la place de l'exécutif qui, lui, doit gérer au quotidien. Donc il faut à chaque fois essayer de réfléchir. Et dans ces discussions qu'on avait eues sur ce point particulier du CHC, à un moment donné, je leur ai dit, mais c'est du capital, c'est de l'argent que les gens vont mettre de côté. Cet argent, c'est leur argent. Donc c'est normal qu'ils puissent le donner. Qu'ils puissent le récupérer et le donner à qui ils veulent. Au moment où ils cassent la pipe, ils peuvent le donner à qui ils veulent. Et à la famille, à des enfants, à des neveux, à des cousins. À une chérie, peu importe.
Voilà, donc on a fini par trouver la solution. Je me rappelle m'être retrouvé dans une réunion avec un bataillon de Des juristes juristes. qui m'ont fait une démonstration absolue, technique sûrement très, très qualitative, Ouais. de l'impossibilité de faire ce que je demandais. Bon, écoutez, quelques semaines après, on a voté un texte où C'était possible. où j'ai eu gain de cause, où c'est possible, parce qu'on leur a apporté la solution. Moi, quand ils m'ont fait leur démonstration juridique, je leur ai dit, écoutez, je suis impressionné, Ouais. parce que je ne suis pas juriste, mais je vais vous parler avec juste des mots de bon sens, et puis on va essayer De trouver un moyen, quoi. le moyen. Et on l'a trouvé. Voilà. Donc, et ça, c'est un point d'évolution, une satisfaction par rapport au CHC. Tu dis, je suis pas juriste. Toi, ton bagage, c'est plutôt quoi? C'est la vie. Ah, C'est la vie, c'est le quotidien, c'est les expériences, c'est l'observation, c'est essentiellement ça. J'ai créé ma première entreprise à 24 ans ouais. dans la communication. J'ai beaucoup appris aussi quand je suis rentré à la JM, au tout début, l'association de jeunes L'association monégasques, des jeunes qui monégasques. s'appelait, quand j'y suis rentré, et qui a changé de nom le jour où je suis rentré, qui s'appelait l'AEJDM. Ah oui, c'était un peu compliqué. L'Association des étudiants et jeunes diplômés monégasques. C'était un peu restrictif, et l'association a changé de nom et est devenue l'AJM. Et ça a été pour moi le début d'une aventure extraordinaire dans l'associatif monégasque. Mhm. J'avais déjà eu la chance de faire une expérience tout jeune. Donc je pense que je me suis toujours intéressé un peu à la cause du groupe, à la cause commune. Ouais, bah oui. En Angleterre, dans des collèges où j'avais la chance d'aller l'été, il y avait une association qui avait été créée. Et moi, pendant tout le mois d'été où on passait avec mon frère nos séjours linguistiques, très vite, on s'était immergé à être très actif, à s'occuper de la communauté. Et à la fin du séjour, on avait reçu un prix d'une association qui s'appelle les York Vice Association. On avait reçu le York Vice Trophy. Et en anglais, c'était le Best Surrounding Contribution. Voilà. Donc, et derrière, du coup, on a adhéré à cette association internationale. Ça a été mes premiers pas dans l'associatif. C'était un mot, je ne savais pas trop ça voulait dire, une association à 14 ans. Mais voilà, j'ai appris après. Et après, il y a eu la JM à Monaco. Où là, j'ai eu des rencontres fantastiques. Et surtout, la possibilité, à ce moment-là, de commencer à contribuer à des projets, de commencer à mettre en place des projets. Oui, d'avoir des résultats concrets, c'est ça que tu dis. Ouais. Et de s'apercevoir que quand on avait une idée, qu'on bossait, parce que c'était beaucoup de travail déjà à l'époque, et que on arrivait à monter un dossier qui était crédible, qui était sérieux, qu'on avait un peu de moyens, parce que la JM, petit à petit, elle avait obtenu des moyens, eh ben, on arrivait à faire des choses. Je me rappelle notamment le forum jeunesse, Ouais. et c'était nouveau à l'époque, hein, c'était quelque chose qui n'existait pas. Et Bah, c'est moi, vrai que la JM et la façon dont vous l'avez développée, arriver sur la scène sociétale monégasque à une période où la concertation, la discussion, l'échange n'était pas... Alors, à part sous le pain de la place du marché, mais sinon, c'était pas très développé, quoi. on était dans une autre société monégasque Oui, à l'époque. Ouais, on était dans une autre société Le monégasque. Conseil national n'avait même pas à l'époque la capacité de faire la proposition de loi. Il y a eu l'évolution constitutionnelle plus tard en 2002, mais on était vraiment dans une autre période et c'était presque mal vu au début que des jeunes. Je pense qu'au niveau de l'exécutif, c'était un peu craint. On se demandait qu'est-ce que c'était. Ils veulent faire la révolution et tout. Je crois que c'était très, très loin de tout ça dans l'esprit. Mais dans une société qui n'était pas très habituée à l'échange, au dialogue, C'est ça. voilà, moi je me rappelle, au bout de quelques années d'AJM, on arrivait dans les années SIDA, malheureusement. Ouais. Et j'ai voulu monter une rencontre parce qu'il y avait des professeurs sur Nice. Je crois que c'était Cassuto à l'époque, Ouais. qui s'exprimait énormément sur le sujet. Et puis ici, on avait un peu l'impression qu'il n'y avait rien. Il ne se passait rien, il n'y avait pas de sida à Monaco, il n'y avait pas... voilà, ça avait sauté la frontière, comme le nuage de Tchernobyl. Et je trouve ça dommage parce que c'était pas dire qu'à Monaco, c'était plus dangereux qu'ailleurs, loin de là. Mais c'était juste d'essayer de sensibiliser la jeunesse, dont je faisais partie à l'époque,
et même les plus jeunes à la problématique. Et ça a été très compliqué de monter ça, mais j'ai pas lâché. Et, Comme souvent. j'ai pas lâché et on a monté, je me rappelle, au Forum Jeunesse, cette rencontre avec 2 médecins de Nice. J'ai pas été beaucoup aidé par les médecins d'ici Les médecins à locaux, l'époque. Mais voilà, écoute, je sais pas, c'est pour ça que je me retrouve quelques années plus tard à la présidence de la CISAD. Il y a peut-être des éléments précurseurs, j'en Tu sais sais, rien. ouais, on dit toujours, Mais, il n'y a pas de hasard quand même. Parce que bon, tu parles de ça, mais on peut rappeler aussi un épisode, alors qui est très local, mais un épisode important de ces 10 dernières années, c'est la catastrophe, moi j'appelle ça une catastrophe, la catastrophe des Jardins d'Apolline, et la mobilisation de ces locataires pour voir le lendemain, pour voir ce que ça allait devenir leur toit et leur habitat. Et c'est toi qui prends la présidence, encore une fois, de cette association. Il y a une association de locataires qui se constitue, je pense comme n'importe où dans le monde, et tu prends la présidence. Et ça a été une période, parce que tu disais, il faut toujours réfléchir aux personnes qu'il y a derrière tous les combats qu'on mène. Là, ça devait être une période très dense. Ça a été très... on est en 2017, je crois. Et il y a des problèmes qui apparaissent dans les appartements au Jardin d'Apolline de plus en plus. Des problèmes qui sont au départ considérés par l'administration, on ne pouvait pas savoir, comme des problèmes isolés. Et puis au fur et à mesure, quand on constate qu'il y en a 5, 10, 15, bon, on peut commencer à avoir un peu des doutes sur ça se multiplie, c'est ça que tu dis. Ouais, il y a quelque chose. C'est pas un problème dans un appartement, c'est qu'il y a peut-être un vice de fabrication, j'en sais rien. On ne sait toujours pas d'ailleurs ce qui s'est passé. Ouais, c'est pas très bien, ouais. Moi, je n'accuse personne, mais si on se rappelle un peu la situation, c'est qu'on commence tous à être très inquiets en se disant, quand est-ce que ça va nous arriver? Et ceux chez qui c'est arrivé, on va jamais s'en sortir, parce que les gens étaient sortis de leur appartement, c'était réparé, ils revenaient, ça recommençait. C'était terrible. Il y a des gens qui avaient été déménagés définitivement, qui ont eu la chance d'être mis ailleurs. Mais pour tous ceux qui étaient là, on était là depuis pas très longtemps. Ça faisait. C'était un complexe neuf. C'était un ensemble neuf. Moi, quand je suis rentré là-bas en 2013, vous aviez des beaux appartements et au bout de 3-4 ans, boum, ça commence à craquer de tous les côtés. Et oui, il y avait plusieurs personnes qui s'étaient un peu regroupées, un peu mobilisées. Et puis, je sais pas pourquoi, elles sont venues vers moi. Elles m'ont dit, ouais, il faut... moi, je sais plus trop comment ça s'est passé, mais ce qui est important peut-être de signaler, c'est qu'à l'époque, tu n'étais pas président de la commission logement au Conseil national. Ah, je n'étais pas élu. Tu n'étais pas élu du tout. Non, je n'étais pas élu, moi. Et, mais bon, voilà, j'étais peut-être un peu connu pour être quelqu'un impliqué déjà dans l'associatif, avec une... Bon, moi, j'ai un côté un peu posé, où j'aime bien un peu réfléchir aux choses. Ça se savait peut-être un peu. Et c'est mon amie Céline Hubert, notamment, qui était un peu à la tête, à l'origine de tout ça, qui m'en a parlé. Et on s'est vite mobilisé pour faire avancer les choses. Et après, les choses ont avancé très vite, un peu dans l'urgence, parce que l'association, elle a dû agir avec les autorités. Il y avait un peu un déni au début d'une situation généralisée dans l'immeuble, malheureusement. Donc ça a été un peu le point de crispation. Et puis, force est de constater un jour, on avait demandé la semaine d'avant une grande réunion au gouvernement. On avait demandé à ce que les ministres se déplacent. Ils avaient refusé. Donc ils avaient fait une réunion et c'était uniquement... ils avaient mis toutes les responsabilités à l'époque, l'administrateur des domaines, c'était Rémi Roland qui était venu face à tous les locataires pour expliquer un certain nombre de choses. Mais nous, on voulait que ce soit le gouvernement. Et je crois qu'on avait raison, parce que une semaine plus tard, il y a tout qui a craqué. On s'est retrouvé avec de l'eau noire qui coulait au robinet. Et la semaine d'après, comme par hasard, il y a eu le gouvernement qui est venu face à tout locataire. Donc on s'était reculé pour mieux sauter. Et on s'est retrouvé avec les packs d'eau. Enfin, ça a été le point culminant de décrispation. Et le ministre d'État, à l'époque, Serge Tel, a annoncé, il a dit, écoutez, désolé, mais on va tout casser, on va tout refaire. Voilà. Et on est rentré dans la situation qu'on a connue derrière.
Et moi, j'avais dit, en tant que président de l'association, j'avais travaillé sur 10 points fondamentaux par rapport à cette problématique, parce qu'on était un peu baladés à l'époque entre la santé, les travaux, et puis en interne, on avait un peu l'impression que ça travaillait en silo, malheureusement, et c'était compliqué. Et j'avais dans les points demandé de dire il faut que vous nommiez une personne qui fasse la coordination. Donc on a appelé ça un coordinateur interministériel. Et là encore, je pense qu'on avait eu raison, puisque très peu de temps après, c'est notre ami Albert Croisi. C'est Albert Croisi qui s'en est chargé, oui. Exactement. Avec le succès qu'on connaît, d'ailleurs. Avec le succès, l'efficacité, en tout cas. L'efficacité, l'investissement qui a été le sien, mais qui était indispensable. Il a fait ce lien entre les départements et les attentes des uns et des autres. Et tant que les demandes étaient pareilles, là aussi, légitimes des résidents, il a essayé, dans la mesure du possible, de leur apporter des réponses. Alors, tu dis c'était une période difficile, voilà. Là, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, déjà, c'est qu'on en est sorti, c'est que finalement, le fait de tout casser, de tout refaire, alors on va pas dire si c'était la bonne idée ou pas, mais en tout cas, ça a permis de faire revenir tout le monde dans des appartements sains. C'est de ça qu'on parlait, hein, quand on dit il y a une catastrophe. Des appartements sains. Tout le monde a réintégré son appartement. Tout le monde vit dans les Jardins d'Apolline, dans l'appartement qui lui a été attribué. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas de Monaco, ça semble être un jargon incroyable. Mais en fait, ce qui est important de souligner là, c'est que celui qui a un appartement qui n'est pas, ou qui est insalubre, comme tu dis, il ne peut pas juste dire « ok, je déménage ». Non, tout à l'heure j'ai dit, c'est le logement à Monaco, logement au sens où les monégasques l'entendent, c'est une problématique sociétale. Ouais. Donc on a à Monaco, on a à peu près trois catégories de résidents. On va avoir les monégasques qui aujourd'hui à 75-80% sont obligés d'habiter dans les domaines pour des questions financières. On va avoir les enfants du pays pour lesquels c'est de plus en plus compliqué parce que les appartements auxquels ils étaient destinés, ceux du secteur protégé, le parc locatif, secteur protégé, c'est appartements sous loi avec des loyers modérés dans des vieux immeubles. Ce secteur est en train de disparaître au fil des destructions et des constructions de nouveaux immeubles qui, eux, sont libres. Bon, et puis vous avez tous les résidents étrangers qui vivent dans des appartements privés, soit en location, soit à l'achat, mais au prix du mètre carré qu'on connaît à Monaco. Donc on a vraiment ces trois populations qui vivent en principauté, et c'est une bonne chose. C'est un peu on dit qu'on a un pays absolument particulier. Je crois qu'au niveau du logement, on le prouve aussi. On a trouvé cet équilibre pour garder les monégasques chez eux, garder une population de gens normaux, de gens qui travaillent tous les jours, qui sont des fonctionnaires, qui sont des petits chefs d'entreprise, qui sont des ouvriers, qui sont... mais qui ont la chance d'être... c'est une chance, je crois, d'être monégasques et d'être, entre guillemets... d'avoir à disposition un parc domanial qui est de plus en plus important pour pouvoir vivre et bien vivre à Monaco dans des immeubles qui sont... tous les immeubles domaniaux sont de façon générale, on peut dire, quand même de très grande qualité. Il y a des immeubles plus anciens. Faut reconnaître ça, bon, il y a des immeubles plus anciens et on ne peut pas s'attendre à ce qu'un immeuble qui a 40 ans soit aussi beau qu'un immeuble tout neuf livré face à la mer. Mais bon, ça, c'est un peu la réalité de la vie aussi, n'importe où ailleurs. Il y a des immeubles plus récents, il y a des immeubles plus anciens, il y a des appartements plus beaux et des appartements moins beaux. Mais ça correspond aussi aux moyens de chacun, et ça, c'est parfaitement juste. Voilà. Alors ça, on sent l'influence de l'ex-président du logement. Le président actuel de la CISAD, qu'est-ce qu'il a sur la table qui serait un des dossiers phares parce que bon, c'est très divers, donc effectivement, résumer tout ça à un dossier, ça serait compliqué, mais celui dont tu te dis, celui-là, c'est celui que je vais pousser le plus pour l'instant. Il y a des dossiers qui sont des dossiers rattachés à des projets de loi. Il y avait un projet de loi très important, parce que quand j'ai pris la CISAD en mars 23,
On avait... dis donc, ça va bientôt faire 1 an. Hein. Ça va faire 1 an, absolument, ouais, c'est ça. Et on avait la caisse monégasque de retraite complémentaire. Ah oui. Ouais, ça c'était un dossier qui était fondamental pour Monaco. On a rapatrié à Monaco toute la part de retraite complémentaire des salariés du privé. Ouais. Et c'est un dossier complexe. C'est technique en fait. Hein. Oui, je confirme. Je confirme. Et, non mais c'est voilà. bien, parce que en prenant à bras le corps des dossiers comme ça, certainement tu dois découvrir des aspects de la vie de la société que tu n'aurais pas appréhendé sinon. Hein. Absolument. Tout n'est pas toujours drôle. Mais... Tout n'est pas... Ah oui, tout n'est pas... ah bah non, mais ça c'est sûr, drôle, tout n'est pas toujours drôle. Hein. C'est technique. Mais il y a bien quelqu'un qui doit le faire. Il faut quand même toujours garder à l'esprit et avoir beaucoup d'humilité quand on a la chance d'être élu et de passer un moment dans une assemblée pour faire avancer les dossiers de la vie, de notre société. Garder toujours... Moi, je crois qu'il faut toujours rester très humble, se dire, bon, on ne sait pas tout. Ouais. On ne sait pas tout. Donc, on va s'appuyer sur... On n'a pas des solutions pour tout. Ça, malheureusement, on va essayer de les trouver, mais on n'a pas toujours des solutions. Mais quand on est sur un dossier, on ne sait pas tout. Il faut écouter. Donc, c'est vrai qu'on est rentré à chaque fois dans une démarche de rencontre avec ceux qui savent, avec les sachants, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient associatifs, quel que soit le dossier, quel que soit le sujet. Sur l'Europe, par exemple, qui était un gros dossier de l'année dernière, ce dossier-là a fait l'objet de dizaines de concertations, d'écoutes, de rencontres avec tous les acteurs possibles de la principauté. Et sur le social, à chaque fois qu'on va être sur un sujet, si on revient à la CMRC, la Caisse monégasque de retraite complémentaire, on a pareil rencontré les syndicats patronaux, enfin la FEDEM, les syndicats salariés de Monaco, les deux, la DSM et l'USM, pour les écouter. On a rencontré les caisses sociales, bon, parce que on a besoin aussi d'être sûr que dans l'arbitrage que l'on est amené à faire, parce que ça c'est la responsabilité de l'élu, qu'on soit le plus juste possible. Voilà. Et on a des avis, on a des opinions, on a des idées, mais moi je dis toujours, on a parfois des idées, c'est des faux amis, on peut se tromper, donc essayons à chaque fois d'être le plus en phase possible avec ce qui se passe dans la vraie vie, dans la société. C'est sûr, hein, mais justement tu parlais quand on a la chance d'être élu. Ça fait quoi de se présenter au suffrage de ses compatriotes? Parce que c'est pas une épreuve, enfin une épreuve, moi j'appelle ça une épreuve, mais c'est pas chose facile que de se dire un jour je vais me présenter au vote, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui doute tout le temps. Voilà. Alors c'est une force et une faiblesse, mais c'est une force dans le sens que ça permet de beaucoup réfléchir avant de parler. Et ça peut être une faiblesse parce que parfois on se sous-estime un peu, on se dit oh là je vais pas y arriver, j'aurai pas le niveau. Bon, voilà. Et puis 5 années sont passées sur le logement. Au début je me suis dit mon Dieu ça va être comment je vais faire ça, je connais pas ça, je connais pas ci. Bon, et puis en fait ça s'est globalement plutôt bien passé. Quand on décide d'y aller, moi j'étais le dernier à dire oui à Stéphane Valéry en 2018. Je me rappelle une dernière appel, il faut y aller, il faut que tu me dises tu viens ou pas. Et bon, j'ai fini par dire, allez, on y va, j'ai 50 ans, c'est peut-être le moment de franchir le pas. Voilà. Et puis on y va, on n'y croit pas trop, dans le sens qu'on se dit, ça va être une sacrée responsabilité. Et puis les élections arrivent, et puis la liste, c'est une liste, gagne. Et puis... et ça y est, on est parti, quoi. Arrive le premier jour où... On rentre dans l'hémicycle, on est comme un gamin qui fait son premier jour d'école et on voit son nom accroché devant son siège. On se dit oui, on y est là. Maintenant, il va falloir taffer. Et donc c'est moi, je suis un grand émotif, je suis un hypersensible, donc forcément, à ce moment-là, vous êtes un peu pris à la gorge. Et puis voilà. Et puis c'est le sentiment à la fois de peur de ne pas savoir faire. Et de grande fierté de se dire on a quand même une responsabilité, on est dans les 24 monégasques qui vont pendant 5 ans voter des lois. Et une loi, c'est quoi? Une loi, c'est un texte qui va changer ou qui va interférer dans la vie de tout le monde, des gens.
en fonction des sujets, s'ils sont concernés ou pas, mais souvent de beaucoup de monde. Donc on a... je le dis et j'insiste là-dessus parce que je crois que c'est fondamental. On doit toujours, quand on est amené à travailler sur un texte de loi, soit à l'écrire, soit à l'amender, soit à le voter simplement, on doit toujours garder à l'esprit une chose, c'est que quel que soit le sujet, que ce soit la culture, que ce soit l'économie, que ce soit le social, peu importe le sujet, à la fin derrière, il y a un être humain. Voilà. Vous faites un texte sur de la culture, vous aurez quelqu'un qui va vivre une émotion, à assister à un spectacle, à voir quelque chose. C'est un humain qui est spectateur à la fin. Vous faites un texte sur l'économie, c'est un salarié pour lequel vous allez avoir un impact sur sa retraite ou sur ses revenus directement, ou un chef d'entreprise à qui vous allez permettre de développer son activité ou restreindre son activité par une loi. Et sur le social, alors là, n'en parlons pas, ou sur le logement, bien évidemment que en fonction d'un texte, en fonction d'une action, vous allez permettre à quelqu'un ou pas d'avoir un très bon logement, d'avoir un emploi protégé, d'avoir un statut des fonctionnaires qui évolue, ou d'avoir demain la garantie quand il va avoir un souci médical, d'avoir un super hôpital avec des chambres top, avec un corps médical avec d'énormes compétences. Voilà, et tout ça, c'est l'action publique. Mais à la fin, c'est quoi ? À la fin, c'est un humain. Donc moi, quand je suis face à des techniciens, des juristes et autres, je leur dis toujours, attention, ne soyons pas dans le juridique, dans le dogme. Tu disais tout à l'heure, il ne faut pas avoir une approche dogmatique. Quoi qu'on fasse en politique, quoi qu'on fasse dans l'action publique, à la fin, c'est un individu. Ouais. Voilà. Un enfant, un adulte, un aîné. Voilà, c'est quelqu'un pour qui on risque d'avoir une grande influence. Donc, tout ça, ça prend beaucoup de temps dans la vie d'un chef d'entreprise comme toi ? C'est la leçon que je retiens, c'est que c'est très compliqué. Oui. C'est compliqué parce que moi, mes journées, elles sont organisées, c'est le matin, le travail, et l'après-midi et le soir, souvent, le Conseil national. Force est de constater que malheureusement, je grignote beaucoup aussi le matin, parce qu'on a des réunions qui sont difficiles à placer pour tout le monde. Donc, on a aussi régulièrement des réunions le matin. Donc, ça veut dire que moi, si je dois faire un peu des statistiques, le Conseil national, pour moi, c'est au moins 6 heures par jour dans les petites journées. Et c'est beaucoup plus dans les grandes journées. Les grandes journées, c'est les séances publiques, c'est les CPE, c'est des journées de rendez-vous. Justement, parlons un peu des séances publiques, parce que je pense que nombreux sont les monégasques qui se disent « Mais comment ils font ? Ça dure, c'est long. » Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit... et c'est une question très innocente, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit mais ça ne s'arrête jamais, quoi. Il y a des séances publiques plus intéressantes que d'autres. Voilà. Il y a deux natures de séances publiques. Il y a la séance publique législative et il y a la séance publique budgétaire. Là aussi, parfois, on a des séances publiques dans les deux domaines qui peuvent être plus intéressantes que d'autres. Quand on est sur des sujets législatifs qui ne nous concernent pas, c'est vrai que c'est long. Vous êtes assis 3 heures pour écouter les interventions des uns et des autres sur des sujets que vous connaissez déjà, puisque tout a été voté en commission. Oui, forcément, mais bon, en même temps, la séance publique, elle est là pour informer le public, elle est là pour permettre au public de savoir ce que va être ce texte qui est en train d'être voté. Donc c'est un exercice obligatoire, ça fait partie du schéma. Et puis il y a la séance publique, alors qui est celle qui en général attire un peu plus et retient un peu plus d'attention. C'est elle qui suscite plus de commentaires le lendemain et les jours qui suivent. La séance publique budgétaire, où là, on est sur une parole plus libre, puisqu'on peut avoir des échanges qui se font sur le siège avec le gouvernement sur tel ou tel sujet. Voilà, donc là, on va dire qu'on est un peu plus
plus en alerte, un peu plus réveillé dans ces, dans ces séances, parce que... Mais là, pareil, quand on balaye le budget de l'État, on a chacun ses sujets de prédilection qui arrivent en fonction des départements qu'on aborde dans le cadre du sujet. Donc, il y a des moments où on sait qu'on va se retrouver avec... parce que une réunion budgétaire, une séance publique budgétaire, elle est préparée. Elle est préparée, on a des attachés parlementaires, elle est préparée par le cabinet du président du Conseil national. Et on a un conducteur où on sait plus ou moins qui va intervenir. À quel moment on va parler quoi. Voilà, parce qu'il faut les suivre, toutes les lignes. Et donc on a quand même ce conducteur qui nous aide. On a des gens qui écrivent leurs interventions à l'avance, on a des gens qui vont faire des interventions plus spontanées en fonction de la maîtrise du sujet ou en fonction simplement de leur capacité et leur aisance à l'oral. Bien sûr. Ça fait partie des... Tu disais tout à l'heure, la séance publique, elle est là pour informer le public. Est-ce qu'à la suite de séances publiques législatives, là je ne parle pas du budget parce que tu viens de le dire, il y a beaucoup de réactions, est-ce que sur des séances législatives, il est arrivé que vous receviez des commentaires de gens qui disent « vous avez parlé de ça, mais vous êtes parti dans cette direction-là », mais... Évidemment. Une loi, il faut avoir là aussi l'humilité. Une loi, elle est toujours imparfaite. Parce qu'une loi, c'est un compromis. On fait des arbitrages sur des articles. On va l'orienter dans un sens. On peut déplaire à des personnes. Bon, c'est la responsabilité à un moment donné de l'élu de dire voilà, on a pris la décision, ce texte on l'a voté dans ce sens, on peut déplaire. On a un texte, moi je me souviens de ce texte, ça a été un des grandes mobilisations au cours du mandat précédent sur le secteur protégé, où on voulait absolument préserver le secteur pour les enfants du pays essentiellement. Et on a beaucoup travaillé avec le gouvernement, on a beaucoup travaillé avec les promoteurs de façon très intelligente sur le projet. Et mon grand regret, c'est que les représentants des propriétaires à Monaco ne sont pas venus nous rencontrer. Voilà. Et quand je disais tout à l'heure que c'est indispensable de pouvoir échanger avec tous les acteurs de la place concernés, bon, là, ils sont pas venus. Le président de l'époque, je ne sais pas s'il est toujours président, bon, on l'a invité, parce que c'était indispensable de le rencontrer. Genre, il faut qu'il sache quand même, parce que c'est facile d'aller critiquer un texte, mais quand vous faites un texte, vous le faites avec vos tripes, vous le faites avec votre vision des choses, vous le faites après des échanges avec les différents acteurs du sujet concerné. Mais quand les acteurs du sujet concerné, et là, a fortiori, c'était quand même les premiers concernés, les propriétaires, vous n'avez aucun interlocuteur. Aucun interlocuteur. Et l'association qui était... Voilà, je pense qu'à la fin, cette association, elle était plus représentative. Malheureusement, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Mais bon, et c'est dommage parce qu'on aurait sans doute pu aborder les choses un peu différemment. Donc, on a abordé les choses avec notre vision, on a abordé les choses avec les accords qu'on avait pu avoir avec les promoteurs. Mais bon, on est arrivé à quelque chose qui nous semblait équilibré. Quand un immeuble ancien qui avait des appartements du secteur protégé était détruit, cet immeuble, le nouvel immeuble était reconstruit avec l'équivalent des surfaces détruites, mais il y avait une dérogation, on l'avait arraché au gouvernement, à Marie-Pierre Gramalia qui avait tenu bon, mais à la fin, elle avait donné le feu vert pour ça, parce que ça allait dans l'intérêt général, elle avait bien compris. On avait une dérogation aux règles d'urbanisme pour avoir 1 ou 2 étages supplémentaires dans le projet pour compenser les surfaces qui étaient protégées. Ces surfaces protégées, elles étaient construites dans le cadre de la promotion, et ces surfaces protégées, elles étaient rachetées par le gouvernement au coût de la construction, pour pas que les gouvernements aient à payer au coût de la vente du bien. Mais c'était des surfaces supplémentaires qui étaient accordées. Donc en fait, le propriétaire, le promoteur du nouvel immeuble, il perdait absolument pas 1 mètre carré, puisque tout le reste lui appartenait, tout le reste basculait dans le libre. C'était l'objectif, puisque moi j'ai toujours dit que c'était pas normal que ce soit les propriétaires privés
qui supporte, la une action politique sociale, la politique sociale. et qu'il fallait que ce soit à la fin l'État. Et ça doit se faire progressivement. Et cette loi, elle avait cet objectif-là. Bon, malheureusement, elle a été attaquée devant le tribunal suprême. On ne commande pas une décision de justice, donc je ne le ferai pas aujourd'hui. C'est vrai que le parcours, tu disais, il y a des dossiers sur lesquels on a des réussites, il y a des dossiers sur lesquels on ne réussit pas, ça peut arriver. Exactement. Enfin, on n'est pas seul, hein, on est dans un appareil qui fonctionne avec des institutions qui ont des équilibres, donc ça peut arriver que ça ne fonctionne pas. Est-ce que dans ces moments-là, on a une déception comment on se sent? Parce que tu dis, voilà, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Comment on se sent quand ça ne fonctionne pas? Ah, mais hypersensible que je suis ne devrait pas faire la politique, parce qu'on est, moi, sur ce texte, sur le secteur protégé, parce que j'avais beaucoup travaillé, j'avais rencontré beaucoup d'enfants du pays, je crois qu'il faut aussi se mettre à la place, là encore, hein, des gens. On fait c'est pour ça qu'on se bagarre des fois, mais quand il y a la décision du tribunal suprême qui tombe, c'est une décision de justice, mais qui n'est pas contestable en plus, parce que la décision du tribunal suprême, il n'y a pas de recours. Ouais. Donc bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on ressent? Mais moi, j'en étais malade, mais malade au sens physique littéral du terme. Oui, voilà. Et parce que je me dis, parce que je me revois dans le bureau, je me revois en salle de réunion où vous avez des gens qui sont à Monaco depuis des générations, ce que j'appelle les monégasques sans passeport, mais c'est les enfants du pays, qui sont là, qui pleurent, parce qu'ils se disent, mais moi, mon bail, ça a pas marché, se termine, ouais. Mon bail se termine, ma vie va basculer pour une histoire de bail. Ouais. Ma vie va basculer pour ça. Quand on est né dans un pays, que ses parents sont nés dans le pays, ou que les grands-parents sont nés dans le pays, qu'on a toujours connu, que tous nos copains, c'est des gens d'ici. Voilà. Et nous, quand on travaille un texte sur le secteur protégé, c'est dans cet esprit-là. Ça n'est rien d'autre. Et qu'on pense qu'il est équilibré, qu'on a trouvé l'accord des promoteurs. Ouais. Et on avait travaillé avec Patrice Pastor, à l'époque, qui s'occupait du syndicat des promoteurs, de façon parfaitement intelligente. Et on avait réussi à faire en sorte, sur un texte où au départ on pouvait penser que le promoteur n'allait pas être d'accord, on avait réussi. Malheureusement, encore une fois, je leur ai dit, les propriétaires ne sont pas venus nous rencontrer. Et donc là, on est dans une position très dogmatique de leur part, je le regrette. Mais c'est comme ça. Voilà, donc oui, on ressent, moi j'ai beaucoup de tristesse, mais pas pour moi, hein. Beaucoup de tristesse pour les gens qui étaient concernés. Bah oui. Mais bon, voilà, ça fait partie de la vie politique. Et on va voir si on arrive à retravailler, j'espère, à avoir des interlocuteurs qui sont concernés par le sujet, des propriétaires, parce que l'évolution des choses, elle doit se faire aussi avec eux, dans leur intérêt aussi. Bah bien sûr. Voilà. Bien sûr. Tu dis je suis un hypersensible. Alors, personnellement, tu es réputé aussi pour être extrêmement pugnace. Combatif dans le sens positif du terme, hein. Combatif, t'es pas un belliqueux non plus, hein, mais combatif dans le sens tu lâches rien, comme tu l'as dit, je lâche pas, etc. Alors, tu as un frère jumeau, hein. Ouais. Tu as un frère jumeau. Est-ce que vous avez des similitudes de caractère ou pas? Oh, je crois. Parce que physiquement, vous vous ressemblez beaucoup. Ouais, ça, c'est sûr. Il faut que je le dise à tous ceux qui nous écoutent, parce que je pense que beaucoup croient que je suis très arrogant, très suffisant quand je passe à côté d'eux dans la rue, mais c'est pas moi, c'est mon frère qui ne les connaît pas, donc il ne les salue pas. Parce que physiquement, inversement, vous êtes extrêmement semblables. Hein. Vous êtes des vrais jumeaux. Oui, on est des monozygotes, ouais. Et c'est assez marrant, quoi. Mais c'est vrai que il y a des gens forcément que mon frère croise qui ne connaît pas, donc il les salue pas, et moi je croise des gens que lui connaît qui ne saluent pas, donc. Voilà, mais ça doit être cocasse, ça doit faire des situations cocasses quand même. Ne m'en veuillez pas. Vérifiez si c'est Stéphane ou Franck. Oui, bah oui. Hein. Oui, parce qu'on continue de vous confondre. Ah oui, je confirme. Ouais. Et on se ressemble beaucoup, même en vieillissant. Même en vieillissant. Même en prenant de l'âge, pardon. En prenant de l'âge. Même en prenant de l'âge. C'est vrai. Est-ce que quand on grandit avec un jumeau,
est-ce que ça change quelque chose par rapport à un enfant qui a un frère ou une sœur, mais voilà. Est-ce que ça peut te paraître une question banale, mais pour ceux qui n'ont pas de jumeaux, c'est toujours une interrogation. Alors, je m'assois dans le fauteuil là, de psychanalyse, parce que c'est pas jusque-là, mais des questions très, très, très intimes, mais je dis ça parce que ça fait partie des réflexions qu'on peut avoir à titre personnel sur la gémilité, sur ce que ça a pu apporter dans la construction personnelle. On a toujours, et ça c'était une volonté de ma mère, de nous différencier, de nous dissocier. Et je me rappelle une anecdote qu'elle racontait, c'est que le pédiatre lui avait dit Madame Bonneau, il faut absolument qu'il soit différent. Ce sont deux personnes, deux personnalités. Donc on est arrivé chez le pédiatre, on était tout petit, un habillé en bleu, l'autre en rouge, mais c'est le même vêtement. Et le pédiatre lui a fait la réflexion en disant non, mais vous êtes habillés pareil là. Et ça suffisait pas. Donc c'était, et on a toujours été élevé avec cette idée-là d'arriver à se distinguer. Ce qui était assez désagréable quand on était ado, c'est quand quelqu'un nous appelait dans la rue, on était ensemble, parce qu'on allait à l'école ensemble, donc forcément, pour des questions pratiques, on prenait le bus ensemble. Le quotidien, il était un peu rythmé quand même, à peu près avec les mêmes horaires. Les gens appelaient Stéphane et Franck. Ou Stéphane ou Franck, mais les deux se retournaient parce que les gens ne savaient pas trop. Voilà. Et ça a été. On a vécu avec ça. Après, ça ne nous a pas empêché. Chacun a fait sa route. Oui, parce qu'en fait, professionnellement, vous avez emprunté des chemins complètement différents. Oui, avec un esprit d'entrepreneur quand même des deux côtés. Il faut bien qu'il y ait un truc qui vous unisse, hein, ça c'est forcément. On partage le goût pour le bricolage tous les deux. On est très créatifs quand même tous les deux. On a pas mal de points communs quand même. Pas mal de points communs quand même. Parce que aujourd'hui, est-ce que tu... Et ça c'est sans voyeurisme aucun, hein, mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours comme vous étiez petit? C'est-à-dire, est-ce que cette gémellité, elle reste dans le temps? Mais nous, on a toujours cultivé plus une relation de frères que de jumeaux. Ouais. On n'a jamais été... On n'est pas du tout dans la caricature qu'on pourrait imaginer, des jumeaux tout le temps collés, des jumeaux qui font toujours la même chose, voire pire, des jumeaux qui dorment ensemble. Enfin, on est très loin de tout ça. On est deux frères. Ouais. On est deux frères. Après, il y a une pudeur entre nous, on s'embrasse jamais. Voilà, c'est comme ça. Mais ça peut être pas de rapport avec le fait d'être jumeaux, ça. Hein. Mais peut-être ça pas de. Voilà, je pense qu'il y a des frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs qui s'embrassent pas, je pense. Donc, voilà, donc c'est. Mais non, nous, on a toujours essayé d'être quand même très, très différents. Et lui a sa famille, ses enfants, ma vie. Et, non, et puis après, quand on Ce que tu es en train de me dire, c'est que on n'est pas dans la situation où pratiquement vous pourriez partager une maison, quoi. Non, pas du tout. Parce qu'il y a des jumeaux qui sont comme ça. Hein. Oui. Non. On n'est pas dans cette situation-là. Pas du tout. Chacun a sa vie, chacun a ses goûts, Non, pas du tout. Alors justement, chacun a ses goûts. On a parlé de la mer, du bateau, mais il y a autre chose quand même. Oui. Alors, il y a autre chose. Le bois, la menuiserie. On parlait de la menuiserie, par exemple. Ce que tu dis, on est créatifs tous les deux. Effectivement, lui conçoit des spectacles pyrotechniques notamment. Et il avait une école de danse, etc. Bon, toi, tu as une agence de communication dans laquelle il y a beaucoup de création. Hein, déjà, oui. Ça, c'est sûr. Mais la créativité ne s'arrête pas là. Hein. C'est-à-dire que toi, tu as besoin de produire des choses. Hein. En fait, j'ai des... Ça, c'est un petit peu une déformation de jumeaux. Eh oui, de dire de ne pas dire je, de dire on. Donc, je vais essayer de reprendre la première personne. Et j'ai une passion depuis gamin pour la menuiserie. Et souvent, je disais, petit, je serais menuisier. Et bon, j'ai pas, malheureusement, finalement, pas du ça tout été... Tu sais que c'est une passion que tu partages avec Jean-Louis Etienne, hein, notamment. Hein. Ah oui, il y a plusieurs personnes en découvrant qui ont ce goût pour le bois. Lui, il disait, le bois, c'est le bois, c'est une matière incroyable, qui est une matière vivante, qui est très noble et très simple à la fois. Et en fait, je crois que pour moi, c'est un super exutoire. Parce que j'ai ma carrière, mes activités sont toutes très cérébrales.
Je passe mes journées à discuter, À de réfléchir. réunion en réunion, à lire des textes, à échanger, à parler au téléphone. Voilà, c'est le quotidien de 7h le matin à 21h. Tous les jours, c'est ça. Et le bois, ça a été un peu à un moment donné, une période de la vie où je suis pas très bien. Et je me dis, mais il faut que je fasse un truc pour moi. Ouais. Voilà, il faut que je fasse un truc pour moi. J'étais un peu en forme de burn-out, un peu une fatigue. Et je me dis, bah, il faut que je fasse un truc pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? Et de suite, il y a le bois qui est venu. Voilà. Et dans la petite maison de famille qu'on a à la Turbie, j'ai vidé le garage pendant 3 semaines. Et où toute la famille a accumulé. Toute la famille t'a regardé vider le garage en disant non, tu vires pas ça, non, tu vires pas ça. Tu sais, comme on dit chez nous, tous les tcharafis. Ouais, c'est ça. Accumulés depuis des dizaines d'années, qui servaient plus à rien, mais qu'on voulait absolument garder parce qu'on sait jamais, ça peut servir un jour. Oui. Et voilà, donc j'ai tout vidé et j'ai tout nettoyé et pendant 3 week-ends d'affilée. Et petit à petit. Et t'as installé ton atelier. J'ai vidé et petit à petit, j'ai commencé à faire un petit meuble, un petit truc, à m'acheter du matériel comme un gamin. Il va dans un magasin de jouets et avec des grands yeux à se dire. Je veux ça, je veux la ponceuse, je veux la scie circulaire, je veux le machin, je veux les ciseaux à bois. Et puis la question derrière, c'était comment ça marche tout ça. Du coup, j'ai bouffé des tutos sur YouTube le soir. C'était le soir, le week-end pour T'as fait ta formation, pour essayer d'apprendre. Oui, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Et j'ai un rêve secret, c'est d'aller de faire un break et de faire un CAP menuiserie un jour pour me former. Mais tu sais que c'est toujours possible. C'est possible, tout est possible dans la vie. Bah oui, voilà. Bien sûr. Donc, CAP menuiserie, dis donc. CAP ou formation, compagnon de la menuiserie. Mais voilà, donc voilà, donc je fais un peu des petites choses que je publie de temps en temps sur les réseaux pour montrer ce que je fais. Mais bon, voilà, récemment j'ai fait un arbre à chat pour mon petit chat. Bah, magnifique. Voilà. Parce que je trouvais moche tous les arbres à chat que je voulais acheter, je disais moche, ça me plaît pas. Donc j'ai regardé. T'as fait le tien. J'ai dit je vais inventer un truc. Et puis voilà. Alors ça a certainement aussi un rapport avec la satisfaction d'accomplir quelque chose, d'aller au bout. Ça ressemble un peu à quand tu dis je défends un dossier, je vais jusqu'au bout. Il y a une forme de persévérance. Parce que quand on s'attaque à un arbre à chat, tu peut pas t'arrêter au milieu parce que sinon ça sert à rien, tu vois. Et donc, ou quand on fait un petit meuble, il faut aller jusqu'au bout, sinon il servira jamais à rien. Donc il y a une forme de persévérance quand même. C'est une belle métaphore. Et c'est vrai que c'est quand on se lance dans le sujet, on se dit comment je vais le faire. Ouais. On est un peu, avant de démarrer, on est un peu désespéré à se dire oh là ça va être très, très compliqué. Et puis, quand on rentre dans la construction, quand on rentre dans la réflexion, dans le dessin, puis ça commence par un dessin, on commence à y croire, et on se prend au jeu, et on est à fond. Voilà, jusqu'à ce qu'on l'ait fini. Alors, on passe par des phases, là aussi, où on a raté un truc, on s'est planté, on l'a fait à l'envers, il faut le refaire. Et puis à la fin, on a quelque chose qui est là, qui est bien, mais qui aurait pu être mieux. Mais c'est pas grave, on se dit, on l'a fait. Et on a appris quelque chose. Et c'est la satisfaction. Et puis, des fois, on fait des trucs qui servent à rien. Mais on le fait. On le fait. Et puis, des fois, on traîne dans l'atelier, on nettoie l'atelier. Et c'est le week-end. Et ça permet de se vider la tête. C'est ça. Voilà, pour mieux repartir le lundi. Alors justement, en parlant de mieux repartir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? À 55 ans, ça fait partie un peu des questions qu'on commence à se poser. Parce que l'horloge Mais oui, monsieur. Mais tourne, pour tout le monde. Et c'est vrai c'est vrai qu'à 55 ans, tu as relevé certains défis déjà. Enfin, normalement, si tu t'es donné les moyens... que ce soit des petits ou des grands défis, peu importe, tu as relevé, toi, moi, enfin tous ceux qui sont arrivés à ce moment-là, on a relevé des défis et on se pose la question, on se dit qu'est-ce que je voudrais faire maintenant, qu'est-ce que j'aurais envie. Si on regarde, si on part un peu je crois qu'il faut regarder depuis la naissance, depuis qu'on est gamin, on est tous dans des milieux, et je pense que le milieu dans lequel on est va influencer ses envies, ses choix.
Moi, je suis le fils d'un appariteur et d'une secrétaire, donc je suis pas né avec, comme on dit, La cuillère cuillère d'argent. d'argent ou d'or dans la bouche. Et gamin, j'ai toujours eu envie de. Je disais, ça c'est une anecdote que je raconte à des amis, je vais le dire aujourd'hui, mais j'avais une petite voiture majorette sur mon bureau. J'avais une dizaine d'années. C'était une jolie voiture. Et je disais, bah, plus tard, j'aurai cette voiture. Et plus tard, je serai patron. Alors, quand dans la bouche d'un gamin de 10 ans, ça veut tout dire et rien dire. Mais je crois que j'avais envie de ça. Donc, Ça, tu l'as. donc ça, je l'ai. J'ai la chance. J'ai une petite entreprise. T'as une entreprise, t'as une équipe qui voilà, t'es patron d'une équipe. Donc ça, j'ai eu la chance de le vivre. T'as une voiture. Enfin, je suppose que tu as une voiture. Oui, j'ai une petite voiture qui est sympa. Voilà. Et puis après, il y a eu ce goût, à partir de l'adolescence, de la cause publique, de l'action publique, de l'action pour le groupe. Donc ça, c'est derrière, j'ai eu la chance d'être élu, donc c'est vrai que ça, tu l'as. Voilà. J'ai fait ça. Donc c'est vrai que je me dis, bon, finalement, tout ça, étape par étape, c'est des objectifs un peu atteints, où je prends beaucoup de plaisir chaque jour. Et puis derrière, la réflexion, elle est plus philosophique, de se dire, mais finalement, la vie, c'est quoi? La vie, ça passe vite. On a des gens qu'on aime qui disparaissent. On sait que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. La bataille qu'on peut mener pour la société, la bataille qu'on peut mener professionnellement, quand on regarde après les difficultés de certaines personnes, les souffrances, quand on regarde le monde, quand on regarde l'actualité, quand on voit des pays qui se déchirent, quand on voit des familles qui sont détruites en un quart de seconde, on se dit finalement toutes ces batailles professionnelles, ces batailles sociétales, tout ça, c'est important, mais c'est à titre personnel. Il y a des choses qui sont peut-être plus simples et plus importantes. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut me souhaiter peut-être, c'est juste de dire être heureux. Voilà, être heureux et. Tu sais que c'est déjà bien. Et c'est bien, c'est compliqué. C'est bien, c'est compliqué un défi, parce que atteindre des objectifs professionnels, sociétaux, machin, c'est bien, mais c'est pas l'essentiel du bonheur. Être dans ses baskets, c'est mieux. Voilà. Être bien dans ses baskets, être bien avec les gens qu'on a choisis autour. Moi, je suis heureux quand des choses très simples. Je suis avec 4 amis, on est autour d'une table, on fait un petit apéritif avec 2 pistaches, machin. Pour moi, le bonheur, il est là. Quand je suis dans mon atelier avec mon balai, je balaye mon atelier. C'est pas très glorieux, mais c'est du. Non, mais c'est ton truc. C'est du bonheur. Moi, je vous dis, tout ce qui est mondanité, tout ce qui est le luxe clinquant, n'en parlons pas. Ça, c'est le truc que je supporte pas. C'est pas du tout ce qui m'attire. Tant mieux pour ceux qui aiment, mais c'est pas du tout mon truc. Voilà, donc des choses simples. Voilà, un bonheur simple, et puis la santé, parce que si on n'a pas la santé, c'est malheureusement, on sait que. C'est ça. Voilà. Mais, voilà, donc c'est pas des grandes ambitions, c'est de pouvoir continuer à faire ce que je fais, et puis permettre de le faire bien dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, ce sera le mot de la fin. C'est comme ça c'est tout ce qu'on te souhaite. Et merci d'avoir trouvé le temps de passer avec nous. Merci Geneviève et bravo pour l'initiative. Merci. Très agréable. Merci Franck. Merci.